Bonjour à tous, vous le savez, il est une des figures marquantes de la vie politique française. Il a été Premier ministre, il est ministre des Affaires étrangères. Laurent Fabius est notre invité ce matin, bienvenue. Merci. Nous allons parler évidemment de la Centrafrique. Beaucoup de chefs d'État africains réclament des troupes supplémentaires car la situation devient angoissante, il n'y a pas d'autre mot. La Syrie, la pression continue, la vôtre et celle des Américains pour essayer de trouver une solution, peut-être un gouvernement de transition. Mais je suis obligé de vous poser ce matin la question qui est dans les journaux, à savoir celle d'un remaniement qui est annoncé par l'opinion, par Dominique de Montvalon, qui considère qu'il y aura un remaniement. Je vous donne l'hypothèse qui est retenue. Un remaniement au mois de mars. Jean-Marc Ayrault sort, Claude Barthelone, que vous connaissez bien, entre. Écoutez, on parle À froid au petit déjeuner, c'est un peu rapide, mais... Oui, comme vous dites, on parle de remaniement périodiquement. C'est la décision du chef de l'État. Et puis voilà, il n'y a pas d'autres commentaires à faire. Oui, mais est-ce que ça vous paraît nécessaire pour que justement la conduite de la politique de l'État se fasse dans de bonnes conditions? Écoutez, moi, je ne me pose pas ce type de questions. Ce que je vois, c'est que François Hollande a pris une certaine direction que j'approuve, qui consiste à dire que pour redresser la situation de l'emploi, il faut baisser les charges, il faut faire des économies, il faut redynamiser l'investissement, compétitivité, attractivité, sobriété budgétaire. Et maintenant, il faut le faire. Voilà, c'est tout. Mais il faut une majorité politique. Vous Bon, êtes suffisamment expérimenté pour savoir qu'il est impossible d'avancer si vous avez la moitié Elle est du là, gouvernement. elle est là, la majorité politique, la majorité est là au Parlement, et c'est ça qui compte. D'ailleurs, oui, le chef de l'État a dit que pour ce qui concerne le pacte de responsabilité, qui est une très bonne chose, le Premier ministre engagerait sa responsabilité devant l'Assemblée. Et puis voilà. Donc ce sont des rumeurs. Moi, Nous aurons Jean-Marc Ayrault à la fin de la session du printemps. Normalement, oui. Vous savez, il en est des remaniements ministériels comme des dévaluations. Elles interviennent toujours quand on ne les prévoit pas. Mais peut-être que Dominique de Montvalon est bien informé. Peut-être qu'il a vu Jean-Marc Ayrault qui lui a confirmé que le président lui avait dit que cette expérience se Oui, terminait. mais ça, c'est comme le commentaire de Paul-Henri Dulembert. M. Dulembert tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut pas aller dans la politique fiction. Donc revenons aux réalités, si vous le voulez bien. Mais pardonnez-moi, mais dans le livre de Cécile Amar, qui est consacré à François Hollande, elle écrit d'ailleurs, ça concerne un domaine que vous connaissez bien, qui est la politique étrangère, qu'au fond, il n'a pris le sens de sa présidence qu'après l'intervention au Mali. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais est-ce que vous pouvez en témoigner? Ce dont je peux témoigner, c'est que la France, sur le plan international, bénéficie d'un grand crédit politique. On l'a vu encore la semaine dernière aux États-Unis, où la France, c'était François Hollande, c'était la France, était reçue d'une façon tout à fait exceptionnelle. Et moi, je vois dans l'ensemble de mes contacts internationaux, la France est un des grands pays en matière de politique étrangère. Et évidemment, c'est le président de la République qui imprime la direction des affaires. Mais il aurait pris cette conscience à ce moment-là. Non, l'intervention au Mali, moi j'étais à ses côtés. J'étais à ses côtés. C'est vrai que c'était un moment très important. Pourquoi? C'était une fin d'après-midi et François Hollande a reçu un coup de fil du président d'alors, du Mali, qui était un président de transition, qui a dit: Monsieur le président de la République, je vous demande d'intervenir, puisque vous avez des troupes françaises qui ne sont pas loin. Et si vous n'intervenez pas, demain je serai mort. Et là, c'est le moment de vérité. Vous avez, quand vous êtes chef de l'État, la possibilité de lever le pouce ou de baisser le pouce. Et François Hollande a fait une analyse, pas seulement en termes personnels, mais par rapport à la lutte contre le terrorisme, puisque les troupes terroristes étaient à 300 km de Bamako. Et donc il a dit, il faut intervenir. Ça a été le cas, c'était il y a un an, on l'oublie. Et en un an, la sécurité a été rétablie, un nouveau président a été élu, les fonds ont été réunis pour permettre le redéveloppement, et tout le monde, à travers le monde, et l'Afrique en particulier, reconnaît que c'est un grand succès. Bon, et nous essayons dans les autres domaines de politique étrangère d'avoir des objectifs très clairs, et puis après de les appliquer. Les objectifs, ils sont au nombre de 4, il n'y en a pas 25. 1, la sécurité, partout. 2, la planète, la question du climat, de l'organisation de la planète. 3, l'Europe. Et 4, le redressement de la France. Et toutes nos actions en matière de politique étrangère sont guidées par ça. On va parler évidemment de tous ces dossiers les uns après les autres, mais je vais revenir, parce que je suis un peu obsédé ou insistant. Pourquoi Têtu, les gens, têtu. Pourquoi les gens, après tout, il n'était qu'à 20% d'opinion positive dans les sondages, ont-ils l'impression qu'en fait sa présidence a commencé il y a 3 semaines lors de la conférence de presse? Non, je ne dirais pas cela, mais... attendez, vous venez de dire qu'il a changé de cap. Non, c'est vous qui l'avez dit. J'ai dit J'ai qu'il avait suggéré, fixé un cap. Les choses ont été dites d'une façon claire. Et en plus,
pas interdit d'adapter ses décisions en fonction de la Oui, mais ça situation. fait 20 mois pour rien. Non, pas du tout. Il y a eu des décisions importantes qui étaient prises dans un certain nombre de champs de réforme. Et puis après, on s'adapte à la situation. Ça ne me choque pas. Parlons de la Centrafrique. Oui. La présidente intérimaire réclame évidemment une installation des troupes françaises sur un long terme, plus d'1 an maintenant. D'abord, est-ce que vous confirmez que ça pourrait être le cas? Et est-ce qu'il faut, comme le réclame le président voisin du Congo, qu'il y ait plus de troupes en urgence? En rappelant que sur place, il y a les Français et la MISCA. Il y a les Français et la MISCA. Alors les Français sont au nombre de 1600 et la MISCA, c'est-à-dire les troupes africaines, sont en train de monter à 6000. Depuis, nous avons obtenu, et ça demande une action diplomatique très ferme, le concours des Européens. Et Mme Ashton, qui est la ministre des Affaires étrangères européenne, indique qu'elle pourrait obtenir 1000 hommes, bien formés, bien équipés. C'est ça qui est très important. Quand? Et puis, elle a dit au mois de mars. Voilà. Donc, ça va nous donner une capacité supplémentaire. Et le président de la République a décidé l'envoi de 400 hommes en plus. Donc, passage de 1600 à 2000. Et sur la durée du mandat? Alors, sur la durée, ce que nous avons demandé, c'est de passer sous casque bleu. C'est-à-dire que ce sera une opération de l'ONU. Parce que ça va demander l'installation permanente de troupes. Il y aura dans ces troupes des Africains, bien sûr, il y aura des non-Africains. Et le chiffre qui a été cité par l'ONU, c'est 10 000 hommes. Donc il faut arriver, et c'est d'ailleurs, je crois, le chiffre que reprend M. Sassou Nguesso dans son papier du Figaro ce matin, dans son interview, c'est le chiffre de 10 000 hommes. Voilà. Mais pour revenir à la France... Mais donc c'est quasiment une installation permanente, parce qu'il va falloir assumer les élections, puis qu'un nouveau pouvoir se mette en place, puis qu'on règle la question... Ça va faire partie... Puis qu'on règle la question des rivalités entre les chrétiens et les musulmans. Bien sûr, ça va faire partie des pays dans le monde, il y en a quelques-uns, où pour reconstituer un État, il faut que l'ONU intervienne. Mais c'est le rôle des Nations Unies. Et la France prendra sa part. La France a été la première à intervenir parce que c'était... Mais ça devait être une opération de police, je me souviens. Non, écoutez, moi j'ai dit... Ça devait être une opération de police. J'ai dit dès le début, nous intervenons. J'avais employé cette formule, elle n'est peut-être pas exacte totalement, mais enfin elle dit bien ce que ça veut dire, parce que nous sommes en situation de quasi-génocide. Vous vous rappelez ça? Bon, et c'est vrai que nous sommes intervenus, je crois, 4 heures après que les Nations Unies nous en aient donné l'autorisation. Nous n'intervenons pas s'il n'y a pas d'autorisation internationale. L'autorisation internationale nous a été donnée, je crois, le 4 ou le 5 décembre. Nous sommes intervenus quelques heures après. Et heureusement, parce que la veille du jour où nous sommes intervenus, il y a eu près de 1000 morts. Nous avons empêché ce quasi-génocide, mais en même temps, il faut tout reconstruire. C'est très lent, très lourd. Il faut non seulement des hommes sur le plan de la sécurité, il faut sur le plan humanitaire des moyens considérables. Et puis, vous avez fait allusion, il faut préparer la transition politique. Madame Samba Panza, que j'ai rencontrée, est une femme tout à fait remarquable, mais elle est une présidente de transition. Il va falloir donc préparer les élections. Mais soyons francs, nous sommes là pour très longtemps. Nous sommes là... C'est pas un défaut, d'ailleurs. Hein. Non, mais... Parce que les gens ont l'air de le regretter. Mais nous sommes là... pour plus d'1 an. Je n'imagine pas qu'au moment où l'OMP, c'est-à-dire l'opération de maintien de la paix, s'installera, on n'imagine pas que les Français passent de 2000 à 0. Mais nous n'avons pas vocation à rester en permanence. On va y rester plus d'1 an. Nous avons commencé à y être au mois de décembre. Avant, nous avions 250 hommes et 300 hommes. Je pense que nous resterons, y compris au début de l'OMP, de l'opération de maintien de la paix. Oui. La Syrie, que faut-il faire pour obliger Poutine à faire quelque chose? Alors, Syrie, il a demandé un gouvernement. Enfin, il a évoqué d'ailleurs un gouvernement de transition, mais il n'a jamais rien fait. En ce sens. L'objet de la conférence de Genève, c'était préparer un gouvernement de transition, c'est-à-dire avec des gens du régime, mais sans Bachar, et avec l'opposition. Ce qui s'est passé concrètement, c'est que les gens de l'opposition sont venus, ont fait des propositions très raisonnables. Et en revanche, les envoyés du régime de Bachar ont saboté l'affaire. Bon. En fait, eux, ce qui les intéresse, c'est... Vous ne vous attendiez pas au contraire? Ben, justement, vous faisiez allusion à la Russie. La Russie avait accepté l'idée que Genève avait pour objet le gouvernement de transition. Et en fait, rien n'a été fait. Mais d'autres éléments sont intervenus qui sont gravissimes. Vous savez que tout le monde s'est engagé à ce qu'il y ait une destruction des armes chimiques, parce que la France avait fait une pression très très forte. En fait, cette destruction des armes chimiques a été retardée. Et troisième élément qui est gravissime, nous avons obtenu que la ville de Homs soit libérée. Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas assez souligné sur les radios et la télévision. Bachar a laissé sortir les gens de Homs, et à peine sortis, il a fait arrêter les hommes
qui avaient été libérés et torturés. C'est-à-dire un régime vraiment, on ne s'en rend pas compte parce qu'il y a tellement de catastrophes dans le monde, un régime abominable. Donc qu'est-ce que nous faisons, nous? Nous continuons à soutenir l'opposition modérée et nous disons à ceux qui ont une influence, je pense aux Russes, je pense aux Iraniens, de faire ce qu'ils doivent faire. Et nous déposons aujourd'hui, nous discutons une résolution aux Nations Unies pour obliger, je dis bien obliger, à ce qu'il y ait des solutions humanitaires. Vous dites obligé, mais dans la tête des gens, obligé, c'est comme pour la Centrafrique, c'est l'intervention militaire. Est-ce que vous nous dites, parce qu'il y a les tas de dépêches qui sont tombées cette nuit. Bachar el-Assad ne pourrait pas faire ce qu'il fait s'il n'avait pas le soutien des Iraniens et des Russes, c'est clair et c'est net. Les Russes disent... Qui ne serait pas qu'un soutien diplomatique, mais un soutien militaire aussi. C'est ce qui existe. Ouais. Ce sont les Russes qui fournissent les armes, et ce sont les Iraniens à travers Hezbollah qui organisent une série de combats. Bon, c'est bien connu. Donc, ce que nous demandons aux Russes en particulier, qui sont un grand pays, qui a pignon sur rue sur le plan international, c'est d'user de toute leur influence pour faire en sorte que ce pays, qui est martyrisé par son dirigeant et par sa famille, puisse évoluer, et l'opposition... Pour l'instant, il ne cède pas toutes les pressions diplomatiques. Mais il faut continuer. Il faut continuer. C'est pas parce qu'on n'obtient pas une solution qu'il faut abandonner. Et donc la force, l'idée de la force est impossible parce qu'il y a les Russes de l'autre côté. Non, mais il va pas y avoir. On va pas faire une guerre mondiale en Syrie. Mais en revanche, qu'il faille appuyer l'opposition modérée, responsable. Oui, oui. Laurent Fabius, vous avez été Premier ministre, je le disais tout à l'heure. On a l'impression, et ça s'écrit beaucoup dans les journaux, qu'au fond, les équipes qui ont dirigé la gauche, celle de François Mitterrand ou celle de Lionel Jospin, étaient d'un autre niveau que celle de François Hollande. Vous avez lu Le Point, ce cher François-Olivier Gisbert, les sous-doués au pouvoir. Alors, est-ce que vous considérez que l'un des problèmes de François Hollande, c'est aussi son équipe? Non, ce serait très injuste de dire cela. La seule chose que... donne peut-être la possibilité d'exprimer mon expérience, mais ça a été dit très très souvent, c'est que le jour où il y aura une évolution, je pense qu'il y a structurellement, comment dire, il faut une équipe très ramassée, et je pense en particulier, et je l'ai dit, que en ce qui concerne tout le secteur de l'économie et des finances, moi j'ai été ministre de l'économie et des finances il y a 10 ans, hein, c'est un grand ministère. Et je pense qu'il faut une équipe très, très resserrée. Mais la décision appartient au président de la République, peut intervenir dans plusieurs mois. Vous entérinez l'idée. Non, pas du tout. Je me place du point de vue uniquement de la structure. Par exemple, demain, nous avons un Conseil des ministres franco-allemand. Nous avons les ministres allemands qui vont venir et les ministres français. Du côté allemand, je ne sais pas le chiffre exact, mais il y a une quinzaine ou une vingtaine de ministres. Je pense que... pourrions avoir un mécanisme du même ordre. Mais, encore une fois, la décision appartient au président. Il est juge du moment et il est juge de la nature et de la composition, et personne d'autre. Et s'il vous appelle? Non, j'ai déjà répondu 25 fois à ça. Je suis extrêmement bien au ministère des Affaires étrangères. C'est que même s'il vous appelle, vous n'irez pas? Je suis très bien là où je suis. La politique étrangère de la France me passionne. Nous avons un grand crédit international. Et je m'occupe de cela. Merci beaucoup, Laurent Fabius. Je rappelle que vous êtes ministre des Affaires étrangères. Et donc, bonne journée à vous. C'est une formule habituelle, mais sincère. Merci. On se retrouve dans un instant sur l'antenne de LCI, sur celle de Radio Classique.